Bonjour, on enchaîne toujours avec la première unité sur la géodynamique externe de la Terre. Toujours le chapitre 1 sur la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire. Et dans cette deuxième séquence, on va entamer la troisième et la quatrième activité sur l'étude morphoscopique de la composition d'un sédiment et la dynamique de transport des éléments sédimentaires. Donc l'étude morphoscopique de la composition d'un sédiment, elle consiste en quoi? C'est une observation de la morphologie des particules du sédiment au microscope. C'est pour ça qu'elle est appelée morphoscopique, morphologie et microscope. Le but étant de déterminer le dynamisme de transport du sédiment étudié. Donc on commence avec l'étude morphoscopique des grains de quartz d'un sable. Sachant que le quartz, il constitue un minéral principal du sable, et son aspect, il varie beaucoup selon la nature, l'intensité et la durée des agents de transport. C'est pour cela qu'il est très utilisé pour l'étude morphologique des particules du sable. On peut diviser les grains de quartz selon leur aspect en trois principales catégories. La première, c'est la catégorie des grains non usés. Ce qu'on peut constater juste à partir de l'observation microscopique, c'est que ces grains de quartz, ils ont des angles tranchants. On a aussi les grains émoussés luisants. Ce qui les caractérise surtout à première vue, c'est l'aspect luisant, c'est-à-dire pailleté des grains de quartz. Et les grains ronds mat sont des grains qui sont ronds, c'est-à-dire qui sont arrondis, et ils ont un aspect mat, qui est non luisant. Donc, on a regroupé ici, au niveau de ce tableau, les différents aspects des grains de quartz. Donc, ici, on a des schémas simplifiés de chaque aspect. Et à partir de l'aspect des grains, on va ressortir plusieurs informations sur le sédiment étudié, à savoir l'agent de transport, la durée de transport aussi, et la nature du milieu de dépôt. Pour les grains de quartz non usés, à partir du schéma, on voit qu'ils sont un petit peu anguleux, comme on a déjà vu sur la photographie microscopique. Donc, aussi, ils sont transparents et ils ont des arêtes tranchantes, c'est-à-dire coupantes. Donc, ces grains non usés, ils vont être témoins de l'agent de transport, de la durée et de la nature du dépôt. Donc, pour l'agent de transport, quand le sédiment sableux, il présente un grand pourcentage des grains non usés, l'agent de transport, dans ce cas, ce sera la glace. Parce que la glace, elle va envelopper les grains de sable et elle va permettre, elle va permettre de préserver leur structure juste après l'érosion de la roche-mère. C'est-à-dire l'érosion, la cassure de la roche-mère qui va engendrer des petits angles au niveau des grains de quartz, ils vont rester conservés dans la glace. C'est pour ça qu'on va retrouver ces grains de quartz qui sont tranchants, qui ont des angles tranchants. Donc, la durée de transport, elle est soit courte ou bien elle est nulle, c'est-à-dire soit ils ont été transportés par de la glace pour une courte distance, pour une courte durée, sinon c'est près de la roche-mère, c'est-à-dire juste après l'érosion, ils se sont déposés près de la roche-mère, c'est-à-dire il n'y a pas de transport. Pour la nature du milieu de dépôt, c'est surtout au niveau des amont des rivières qu'on trouve ces grains non usés. Là, maintenant, le deuxième aspect des grains de quartz, qui sont les grains de quartz émoussés luisants. Donc, on a vu sur la photographie qu'ils présentent de la luisance, c'est-à-dire qu'ils sont pailletés un petit peu, et aussi ils sont transparents. Donc, ils sont transparents et luisants, et aussi ils ont des angles un petit peu arrondis. On voit ici que les angles se sont un petit peu arrondis par rapport aux non usés. Quand le sédiment sableux, il présente un grand pourcentage des grains de quartz émoussés luisants, l'agent de transport, c'est surtout de l'eau, et aussi la durée, elle est très longue, c'est-à-dire ce sédiment, il a subi un long transport par un cours d'eau, d'accord, et ce qui a rendu les grains de quartz transparents et luisants. Alors que pour le milieu de dépôt, ça sera surtout des milieux aquatiques. Donc les milieux aquatiques sont soit continentaux ou bien marins, comme on va le voir après, soit des milieux continentaux, c'est-à-dire l'embouchure d'un fleuve, ou bien
ou bien ce sédiment sableux, il va atteindre le milieu marin et les fonds marins. Pour le troisième type des grains de quartz, les rangs mat, donc ces grains de quartz, ils sont surtout très arrondis, donc ils sont ronds, ils ont une forme ronde, et aussi ils ont une surface mate. Une surface mate veut dire qu'il n'y a pas de luisance. C'est le contraire de la luisance. Matifié, c'est pas luisant. L'agent de transport dans ce cas, ce sera le vent et aussi une très longue durée de transport. C'est-à-dire, ce sable, il a été transporté pour une longue durée, pour de longues distances, par le vent. Donc, c'est ce transport avec le vent qui va rendre ces grains de quartz ronds, arrondis, et la surface mate, elle est surtout due au choc que va avoir ce sable en se transportant. Il va subir des chocs. La surface mate de ces grains de quartz RM rend mat. Pour le milieu de dépôt, ça sera des dunes désertiques, des déserts et des dunes, donc des milieux sahariens. Maintenant, donc, sachant les trois types des grains de quartz, les RM, les EL et les NU, on va utiliser cette information afin de déterminer donc le type de trois sables A et B et C qu'on a sur ce tableau. On a les différents pourcentages de chaque type de grain de quartz et on va ressortir à partir de ces pourcentages le mode de transport ou bien l'agent de transport du sable étudié, la durée aussi et le milieu de dépôt. Donc, pour le sable A, ici, on a 64% de grains NU, 20% des EL et 16% des rangs mat. Donc, on peut ces résultats les schématiser en utilisant un graphe. Donc, on a les NU, c'est le plus grand pourcentage, comme on voit ici. Et les RM et les EL sont les pourcentages les plus moindres. Donc, si on a un sable qui contient les grains de quartz NU avec un grand pourcentage, c'est-à-dire une dominance des grains NU, dans ce cas, on peut conclure que ce sable a subi un transport court ou bien absent, c'est-à-dire il n'a pas été transporté, il s'est déposé près de la roche-mère, et que ces dépôts sont soit des dépôts glaciers ou près de la roche-mère. Donc, c'est ce qu'on peut conclure à partir des pourcentages des grains de quartz concernant le sable A. Pour le sable B, on a les NU sont de 6%, les EL sont 68% et les RM 26%. Donc, on voit qu'il y a une dominance des grains émoussés luisants. Cela veut dire que le sable B a subi un transport lent par l'eau, puisqu'il y a une luisance au niveau des grains de quartz qui est due au transport par l'eau, et que le dépôt s'est fait au niveau d'une embouchure, c'est-à-dire l'entrée d'un fleuve dans la mer, ou bien on l'a trouvé dans une... Alors que pour le sable C, on a un grand pourcentage des grains de quartz de type rang mat, de 70%, comme on voit sur le tableau, 20% pour les EL et 10% pour les NU. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour ce sable? C'est qu'il y a donc dominance des grains RM, donc le transport a été lent et aussi c'est fait par le vent, c'est-à-dire un transport éolien par le vent. Et le dépôt, il s'est fait au niveau de dunes désertiques, c'est-à-dire en milieu saharien. Maintenant, on va voir l'étude morphoscopique des galets. Donc, les galets, ce sont des sédiments de grande taille qu'on a déjà vus, qui ont un grand diamètre entre 64 et 256 mm et qui sont transportés par différents agents, l'eau, le vent et la glace, et leur étude morphoscopique aussi, c'est-à-dire qu'ils portent sur leur aspect et sur leur degré d'arrondi et nous donnent un grand renseignement sur le trajet parcouru avant la sédimentation du sédiment étudié. Donc, on a ici le premier type d'aspect qu'on trouve au niveau des galets. Ils sont, dans ce cas, très émoussés avec des stries, comme on voit ici. Ce sont les stries qu'on a schématisées comme ça. Ce sont des stries glaciaires qui sont dues à un frottement lors de l'éboulement. C'est-à-dire quand les galets se sont transportés par la glace, ils vont subir des stries dues au choc. Donc, dans ce cas, si on a un galet de ce type-là,
on va constater ou bien on va conclure que le transport était par la glace, un transport glacier. Si on a par contre des galets sous cette forme-là, on voit qu'ils sont anguleux, donc on a des angles avec plusieurs facettes. Donc là, voilà, il y a plusieurs faces au niveau du galet. Et il y a des surfaces qui sont gravées et des arêtes émoussées. Donc vous voyez ici, c'est gravé, il y a des petits chocs et ici c'est émoussé, c'est lisse. Dans ce cas, si on trouve des galets de ce type-là au niveau du sédiment, on va dire que ce sédiment a subi un transport éolien, c'est-à-dire un transport par le vent. Le troisième type d'aspect pour les galets, c'est la forme circulaire, elle est bien arrondie et aplatie. Quand on trouve qu'ils sont très aplatis, c'est-à-dire à plat, on voit des arêtes aussi arrondies et des surfaces lisses et rarement striées, donc il n'y a pas beaucoup de stries. Dans ce cas, on constate que le transport est fluviatile, c'est-à-dire au niveau d'un fleuve. Le quatrième et dernier type d'aspect qu'on peut constater au niveau des galets, ce sont les galets qui ont une forme plus ou moins sphérique et qui sont aplatis aussi, mais qui ont des traces de choc. Voilà, vous voyez, et ces traces sont sous forme de pores. Dans ce cas, ces pores, ils sont dus aux vagues et aussi, donc les chocs qu'ils ont subis par l'action des vagues et aussi par la salinité de l'eau. C'est-à-dire ces pores, ils se sont formés par effet physique et chimique. Le sédiment sera transporté en milieu côtier. On passe maintenant à l'activité 4 sur la dynamique de transport des éléments sédimentaires. La première chose à savoir, c'est que des particules issues de l'érosion, par exemple cette particule qu'on a en bleu, c'est une particule issue de l'érosion de la roche-mère. Cette particule, elle est soit transportée, soit sédimentée. Donc, pour qu'elle soit transportée, la vitesse du vent ou de l'eau, c'est V, doit être supérieure au poids ou à la force de gravité qui est subie par la particule. Donc, dans ce cas, pour qu'il y ait un transport, soit avec l'eau ou le vent, V doit être supérieur à G, c'est-à-dire la vitesse du courant doit être supérieure à la force de gravité. Alors que quand la vitesse du courant, elle diminue, c'est-à-dire V devient inférieur à G, la vitesse du courant devient inférieure à la force de gravité, dans ce cas, les particules vont se déposer dans le milieu de sédimentation et former des sédiments continentaux et marins. Donc, dans ce cas, on a la gravité elle est plus importante due à un poids de la particule qui est très important. Et dans ce cas, ça sera un dépôt, c'est-à-dire une sédimentation et non pas un transport. Pour étudier la dynamique d'un cours d'eau, on va faire l'expérience suivante. Donc, on prend 500 g de sable, de galets et de gravier, un mélange de particules de sédimentaires de différentes tailles, et on va les déposer en haut d'une gouttière. Voilà, c'est ça la gouttière. On a deux gouttières. Les deux gouttières diffèrent ici par la hauteur de leur support. Ici, la hauteur du support, elle est de 30 cm, et ici, la hauteur du support, elle est de 50 cm. Après avoir déposé notre mélange tout en haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser 200 ml d'eau en haut de la gouttière et on va laisser couler donc les sédiments et les particules. Et au bout de 4 minutes, on va récupérer, donc on va prendre ce bac de récupération et on va faire l'inventaire des produits qui ont été recueillis ou bien des particules qui ont été recueillis dans le bac. Et on va noter nos résultats sur ce tableau. Donc, lorsque la hauteur de la gouttière elle est de 30 cm, donc c'est le premier cas. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le bac de récupération? Regardez bien. Donc, on va retrouver 344 g de sable, sachant que les sables sont ici des sédiments de plus petite taille. Les graviers sont plus grands et les galets sont les sédiments les plus gros ici. Donc, dans ce bac de récupération, par exemple, c'est le bac 1,
On retrouve 344 g de sable et 28 g de gravier et on ne trouve pas de galets dedans. Les galets qui sont les gros sédiments comme on a dit. Par contre, au niveau du bac de récupération numéro 2, c'est-à-dire le bac de récupération qui se trouve en dessous de la gouttière qui a un support de 50 cm. Dans ce cas, on retrouve 484 g de sable, 185 g de gravier et 46 g de galets. Première constatation qu'on peut faire, regardez bien. Ici, dans ce bac, on ne trouve pas de galets et ce sont les gros sédiments comme on a dit. Par contre, les galets, on les retrouve dans le deuxième bac quand on a relevé ou quand on a augmenté la hauteur du support. Aussi, on va faire autre chose. On va calculer le total des particules qui ont été récupérées dans chaque bac. Dans le premier bac, où la hauteur était de 30 cm, on obtient 372 g en total des particules. Et ici, on trouve 705 g de sédiments qui ont été récupérés dans le bac. Donc ici, la première différence qu'on voit, c'est que la masse des sédiments récupérés ici, elle est inférieure à la masse des sédiments qui se sont écoulés tout au long de la gouttière quand la hauteur de son support était supérieure à 50 cm. Donc voilà nos constatations, on va les noter. Plus la hauteur du support de la gouttière augmente, c'est-à-dire 50 cm, plus la masse des sédiments recueillis dans le bac est grande. Voilà, quand on a une grande hauteur, on a une grande masse de sédiments. Aussi, deuxième constatation, plus la hauteur du support de la gouttière augmente, plus la taille et le diamètre des sédiments recueillis dans le bac augmentent. Comment on a su ça? C'est ici, pour les galets, qui sont les sédiments grossiers, ils ne se sont pas déposés dans le premier bac, où la hauteur était de 30 cm. Par contre, quand on a augmenté la hauteur, les galets ont pu s'écouler au niveau de la gouttière et arriver jusqu'au bac de récupération. Donc, les grands sédiments ont besoin d'une pente qui est plus raide pour se transporter. Nos interprétations, c'est-à-dire comment on peut expliquer ces deux constatations. La première explication qu'on a, c'est que l'augmentation de la hauteur de la gouttière implique une augmentation de la vitesse du courant d'eau. C'est exact parce que plus la hauteur est grande, plus la pente elle est raide, donc plus la vitesse du courant elle est grande. Et cette augmentation de la vitesse du courant, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer le transport d'une masse de particules qui est plus importante et aussi un transport de particules de grande taille. Donc, masse grande et particules de grande taille. Donc maintenant, on va essayer de mettre la relation entre la vitesse du courant et le diamètre des particules sédimentaires. Pour cela, de nombreux travaux expérimentaux ont été effectués afin de mieux appréhender le comportement hydrodynamique des particules solides dans un courant d'eau. Et parmi les travaux les mieux connus, c'est l'expérience de Hjulström qui a permis de mettre au point un diagramme, comme on voit ici, qui montre le rapport entre la vitesse du courant et le diamètre des particules. Donc, ce diagramme, il va nous donner trois domaines. Le domaine de l'érosion, le domaine de dépôt et le domaine de transport des particules sédimentaires. Comment peut-on exploiter le diagramme que nous a posé Hjulström? Pour cela, on va faire un petit exercice qui va nous permettre de plus comprendre cette relation entre la vitesse du courant et le diamètre des particules. Donc, si je vous demande de donner le comportement hydrodynamique, c'est-à-dire comment cette particule va se comporter dans l'eau, d'une particule de diamètre 1 mm dans un courant d'eau de vitesse de 100 cm par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? Une particule qui a un diamètre de 1 mm, ici, et la vitesse, elle est de 100 cm par seconde. On va prendre le diamètre 1 mm et la vitesse 100 cm par seconde. Et le point d'intersection ici va nous donner le comportement de cette particule.
Le point qu'on a obtenu, il se trouve dans quel domaine? Il se trouve dans le domaine de l'érosion, c'est-à-dire une particule qui se trouve dans un cours d'eau qui a une vitesse de 100 cm par seconde et son diamètre il est de 1 mm. Qu'est-ce qui va se passer pour cette particule? Elle va subir une érosion, c'est-à-dire la particule, elle va se détacher de la roche-mère quand elle va subir ce courant d'eau avec cette vitesse. Autre exemple, si on veut déterminer la plus grande vitesse, en dessous de laquelle une particule de diamètre 1 mm va sédimenter, c'est-à-dire va se déposer. On va voir. Donc, on a le diamètre, il est de 1 mm, voilà. Pourquoi je me suis arrêtée ici? Parce que je veux savoir à ce point-là, c'est-à-dire la limite entre le dépôt et le transport, cette limite, elle va nous donner la vitesse. Si on a une vitesse inférieure à celle-là, la particule de 1 mm va se déposer. Par contre, si la vitesse elle est plus grande, qu'est-ce qui va se passer à la particule? Elle va être transportée ou bien elle va subir l'érosion. Elle va se détacher de la roche-mère. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme vitesse? C'est 10 cm par seconde. Donc, c'est cette vitesse qui, à partir de laquelle une particule de 1 mm va se déposer. D'accord? Parce qu'en delà, elle va se transporter ou bien se détacher. Donc, notre réponse sera, c'est lorsque V sera inférieur à 10 cm par seconde que notre particule peut sédimenter. Maintenant, on détermine la moindre vitesse permettant à un cours d'eau de transporter une particule de diamètre de 0,1 mm. Maintenant, c'est la vitesse qui est inconnue, mais le diamètre, on le connaît. Donc, c'est 0,1 mm. Toujours, on prend la limite parce qu'on veut savoir la moindre vitesse, c'est-à-dire la vitesse minimale. La vitesse minimale qui va permettre à ce cours d'eau de transporter la particule. Donc, ici, pour arriver dans ce champ-là, donc le cours d'eau, il doit avoir au moins une vitesse à peu près de 2,5 cm par seconde. Soit qu'il a une vitesse de 2,5 ou une vitesse plus grande. Dans ce cas, la particule va être transportée. Donc, dans la prochaine séquence, on va enchaîner avec les conditions de sédimentation dans les milieux continentaux, dans les milieux intermédiaires et dans les milieux marins.